Communauté, je pense, elles veulent savoir, c'est les chiffres. Parce que souvent, on nous pose cette question dans les commentaires. Alors, combien t'as acheté? Combien tu loues? Et toi, en fait, pour voir si tu arrives à te faire un peu de cash flow en fin de mois. Bonjour et bienvenue dans Next Level Podcast, le podcast où on interviewe des entrepreneurs et des investisseurs. Alors, on a commencé en Polynésie française et aujourd'hui, on est en France, on est à Toulouse avec notre invité. Je suis bien sûr avec Ghislain, mon associé, acolyte et amoureux. Yorana à tous. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial qu'on a rencontré d'ailleurs à Toulouse. Donc, on est venu de nouveau à ta rencontre. Anthony, bonjour. Salut à vous deux. Salut Anthony. Merci. On est content d'être de retour parce qu'ici il y a du soleil. Ouais, bah oui. On a fait du chemin pour venir te voir. Ouais. Oui, c'est gentil, merci. Il y a l'accent qui chante. Ça fait plaisir de vous revoir d'ailleurs depuis le temps. Bah ouais, alors nous on te connaît déjà, mais on va te laisser aussi te présenter pour notre communauté, pour qu'ils sachent qui tu es. Et tout d'abord, n'oubliez pas, Oui. on compte sur vous. Un like, s'il vous plaît, pour nous encourager. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à vous délivrer du super contenu et recevoir encore des gens comme Anthony. Merci à vous. Alors, petite présentation du coup. Allez, Ouais. c'est parti. Bon, mais, écoute, Anthony, j'habite Toulouse, j'ai 42 ans. J'ai commencé à investir dans l'IMO il y a 5 ans à peu près, avec toutes les peurs qu'on peut avoir autour de l'IMO. Peur du loyer impayé, peur des dégradations, peur de ne pas louer, peur des impôts, tout ce que tu veux. Donc j'ai commencé tout petit au début, en achetant des caves, tout simplement, pour les louer. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Je me suis formé derrière. Et puis j'ai commencé à acheter plus gros, coloc, etc. Et aujourd'hui, j'ai de l'IMO, de la bourse, des cryptos et un business qui arrivera bientôt, là, dans quelques semaines, une laverie automatique. Et puis voilà, pour faire simple. Cool. T'as investi dans vraiment plein de choses, du coup, il va falloir qu'on te pose plein de questions. Ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait commencer? Est-ce que c'est un ami à toi ou c'est toi qui as fait des recherches et est-ce que tu étais vraiment tout jeune ou quand est-ce que tu as vraiment commencé Alors, quand j'ai 42 ans, j'ai dit que j'avais commencé il y a à peu Mais près 5 ans, donc j'étais effectivement très jeune. C'est exactement ça. Voilà, exactement. En fait, réellement, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'il y ait Internet, etc., j'étais déjà tombé sur des reportages à la télé de personnes qui vivaient de l'immobilier. Mais quand je parle de ça, j'avais 18 ans, quoi. Donc, quand je voyais ça, on me dit non, mais laisse tomber, c'est du rêve, etc., c'est pas possible, machin, voilà. Et j'avais gardé cette idée-là en tête d'un jour, investir dans l'IMO, peut-être pas forcément en vivre, mais au moins avoir un bien ou quoi. Et puis après, les années passent, tu fais ton taf, et puis voilà, le taf, ça paye, mais voilà, tu fais pas, c'est pas non plus la panacée, quoi, tu vois, tu fais pas tout ce que tu veux. Et un jour, je me suis dit, il faut que je gagne plus d'argent. L'immobilier ne m'est pas forcément revenu en tête à ce moment-là. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions autres. Et j'ai commencé par le marketing de réseau. Donc, le marketing de réseau, j'en ai fait pendant 2 ans. Ça m'a plu. Je n'ai pas forcément gagné de l'argent avec, mais ça m'a plu. C'est appris énormément sur moi. Et il est arrivé un événement familial. C'est ma mère qui est décédée. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle avait une vie qui n'était pas ouf. Elle avait eu juste un taf, lambda, une partie de sa vie. Après, elle a eu des problèmes de santé. Et je me suis dit, mais moi, je ne veux pas sa vie, en fait. Je ne veux pas être à 60 ans, à me dire comment je vais payer ça. Je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas me faire des voyages. Et à ce moment-là, en fait, quelques mois avant qu'elle décède, j'avais acheté ces fameuses caves en me disant, tiens, il faudrait que, en parallèle du MLM, que je fasse un peu d'IMO. Et j'avais toutes les peurs, ce que je disais au début. Donc, j'ai acheté des caves. Et quand elle est décédée, c'est là que je me suis dit, bon, ok, les caves, ça fonctionne. Il faut que j'aille un peu plus fort. Et c'est là que j'ai commencé. C'est ça, en fait, qui m'a donné le déclic de dire, allez, vas-y, c'est bon, j'y vais, j'en ai marre, on y va. Voilà. Ok, et tu avais fait des études en IMO ou rien Pas du tout? Tu t'es pas vraiment du tout. lancé Non, j'ai une licence en gestion de la qualité en industrie agroalimentaire. Ok. Voilà, un bac plus 3. Donc, rien à voir dans le domaine. Et voilà. Et quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises, du coup? Alors, justement, c'est les valeurs, tu vois, travail, faut travailler dur pour, tu vois,
fais des études, faut trouver un bon patron, une bonne société, voilà, tu vois, le truc... Bah, c'était des bons parents, finalement. Mais... Ils font tout ça. Oui, c'est ça, tu vois. Mais voilà, après, attention, je crache pas aussi non plus sur mon taf, parce que si j'avais pas le taf que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être pas pu lever aussi autant de dettes, etc. Et voilà, je pense que c'est quand même important d'avoir un boulot au moins au début, et voilà, de trouver surtout un boulot qui est pas trop prenant non plus, pour que tu aies le temps à côté de faire tes visites, etc. Et moi, pour ça, je trouve qu'en tout cas, depuis que j'ai commencé l'IMO, le taf que j'ai, il va très bien pour faire ça. Voilà. Et puis c'est la plus grande force en fin de compte qu'ont les gens qui sont salariés, c'est qu'ils sont en CDI pour la plupart. Ça fait plaisir à la banque. Et ça fait plaisir à la banque et automatiquement ça ouvre des portes et souvent ils se disent, en fait ils pensent pas que c'est possible. Ils se disent il faut de l'argent de côté, il faut absolument être riche soi-disant pour eux, pour investir. Et toi alors comment ça s'est passé? J'avais pas forcément beaucoup d'argent de côté quand j'ai commencé à investir. Les caves, par exemple, qui coûtaient, donc c'était un lot de 2 caves que j'ai acheté 14 ou 15 000 euros. Donc 14 000 euros. Et je les ai prises à crédit. J'ai fait un crédit IMO sur 15 ans. Ça me coûtait à l'époque 90 euros par mois. Et j'avais 110 euros de loyer. Donc voilà, ça me faisait un petit cash flow. Voilà, c'était pas ouf, mais... ça, voilà, c'est comme c'était ça positif. Ouais, voilà, c'était positif et ça m'a réconforté dans le fait que oui, c'est possible en fait. Ce que j'ai vu en reportage à la télé il y a 20 ans en arrière, oui, c'était vrai quoi, tu vois. Et du coup, tu as acheté tout seul au début? Oui, alors, je crois que j'étais célibataire à ce moment-là. Je pense que j'étais célibataire, donc oui, j'ai acheté tout seul. Ok, tu as acheté tout seul et tu as mis 0, tu as mis un apport? Ouais, non, 0 euros. Pour du coup les caves, c'est ça au début? Oui, c'est ça, 2 caves. Et après, tu les as revendus pour acheter plus gros ou alors, tu les as gardés? Ensuite, quand j'ai vu que ça fonctionnait, c'est là que je me suis formé et que j'ai acheté du coup un bien qui est beaucoup plus gros que 2 caves, puisque j'ai acheté une maison qui fait 220 mètres carrés, qui était à l'époque un T5 et un T2 à coller. Et j'en ai fait un T7 et un T2 pour faire une coloc. Et un T2 à côté loué à l'année. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais avoir quelque chose qui va me dégager un gros cash flow et qui va peut-être pas me nécessiter plus de travail que la coloc, que les caves. Donc je me suis dit, vas-y, je revends les caves. C'est un petit truc, ça va être... ça me fait une ligne de crédit en moins, même si c'était pas énorme comme crédit, 90 euros par mois, c'est pas ouf. Mais ça me faisait une ligne de crédit en moins, je récupérais un peu de trésor, et voilà quoi. Ouais, donc même au début, tu avais quand même une bonne stratégie. Tu t'es formé, du coup. Oui, je me suis formé. Okay. C'est ça. Avec quelqu'un que tu as trouvé, un entrepreneur que tu as trouvé sur Internet? Oui, c'est ça, sur les réseaux, quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis voilà, je me suis formé auprès de lui. Du coup, tu n'avais pas tes peurs comme en te disant « Ah, c'est peut-être pas une personne sérieuse. » Non, tu t'es dit cette personne, elle m'a l'air fiable, je vais prendre sa formation et je vais me lancer. Alors, je l'avais déjà rencontré aussi en vrai. J'avais déjà discuté avec lui. C'est quelqu'un qui a de belles valeurs aussi, humaines. Donc, du coup, j'ai dit, vas-y, go, on y va. Ok. Voilà. Et je regrette pas, du coup. Je pense bien. Parce que là, du coup, tu nous disais que tu avais commencé à peu près il y a 5 ans en arrière. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à ton toi de 18 ans pour que qu'il puisse avoir le déclenchement plus tôt pour que du coup qu'il y ait une liberté encore anticipée? Ouais. Alors, ce que je lui dirais, c'est putain, mais trouve quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. En fait, c'est ça. Et aujourd'hui, je crois que il y a des gens qui se rendent pas compte, ceux qui sont nés avec les réseaux, ils se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que quand j'avais 18 ans, en fait, comment j'aurais pu accéder à ce que j'ai aujourd'hui beaucoup plus tôt? C'est tout simplement en me montrant la voie. Et si dans ton réseau, les amis de tes parents ou un voisin ou quoi, tu n'as personne qui est marchand de biens ou qui fait de l'immobilier locatif ou qui est entrepreneur, voilà, tu n'as que des salariés autour de toi, on te dit non, mais la voie arrivée, c'est salarié. Cherche pas, réfléchis pas. Tu vois? Parce qu'il n'y avait pas d'entrepreneur autour de toi. Non. Okay. Tous mes parents salariés, toute ma famille, oncle, tante, etc. salariés. Si j'avais un oncle entrepreneur, mais ça n'a jamais été...
Enfin, voilà, il était plombier, ensuite il a eu un magasin de pêche, donc c'est pas non plus des business, tu vois. Oui, voilà. il était à son compte, mais... À son compte, et puis ça reste des business qui sont corrélés à ton temps. Mm. Si tu travailles pas, il n'y a pas d'argent qui tombe. Donc voilà, il n'y a que lui, et c'est tout, quoi. Et lui, c'était le mauvais exemple, parce qu'en plus, il n'avait pas non plus une vie rêvée en termes de revenus. Oui, il n'avait pas investi après ses revenus, en fait. Non. D'où l'importance du réseau. Et c'est justement c'est ça. Comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui. On s'est rencontrés au séminaire immobilier qu'il y a eu à Toulouse. Ouais. Et moi, perso, c'était mon 2019 ou 2018. premier, je crois. Et c'est là où je me suis dit, waouh! Mais en fait, il y a des gens normaux qui ont investi. Oui. C'est pas. Moi, j'avais vraiment en tête, pareil, j'avais encore, moi, ces croyances limitantes en mode, bah non, ça doit être des riches en costard-cravate qui ont des millions sur leur compte et qui avaient de l'apport, etc. Et c'est là où je me suis dit, bah non, en fait, c'est vrai que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est vrai. Et c'est juste ce que tu as dit, c'est que c'est en voyant ces personnes en vrai, moi, perso, qui m'ont conforté dans ce parcours, en fait, en me disant, en fait, ces personnes existent vraiment et elles ont vraiment pu investir en immobilier sans argent forcément de côté. Enfin, on s'entend. Ouais, voilà. Faut pas être non plus à moins 10 000 Voilà, sur ton compte. faut quand même avoir une tenue de compte correcte, au mieux un CDI. Et effectivement, oui, c'est carrément possible, quoi. Et encore aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup, c'est pas le moment. Moi, j'ai investi en plein Covid en 2020. Je peux vous dire que des personnes qui m'ont dit c'est pas le moment, j'en ai eu. Et encore, c'était le meilleur moment parce qu'avec les taux que tu as eu, et au final, c'était tendu parce que tout le monde était rétracté, personne ne voulait bouger d'un iota. Mais en fin de compte, c'est là où on a pu prendre le temps de pouvoir monter les dossiers et puis déposer et se faire. Donc en fin de compte, c'était parfait, quoi. Moi, j'avais une question du coup aussi parce que nous, on l'a rencontré, cette difficulté, c'est parce que tu es salarié du coup à côté. Ouais. Et est-ce que c'est pas compliqué de gérer tout ça à côté? Enfin, comment tu arrives à tout manier Ouais, alors tout à l'heure, je disais, j'ai un taf qui pour moi est idéal pour faire ce que je fais à côté parce que je travaille en 3/8. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il y a une semaine où je travaille la nuit, une semaine où je travaille le matin, une semaine où je travaille l'après-midi. Je fais mes 8 heures par jour. Mais au moins, j'ai du temps libre. Donc, quand tu fais un 8h, 18h ou 17h, faut aller visiter les biens en fin de journée. Tout le monde veut, tous les agents IMO, on leur dit je veux visiter à 18h. Alors que moi, en 3/8, par exemple, si je travaille de nuit, je me couche à 7h du matin, je me lève à 13h et à 14h, je peux faire une visite. Donc forcément, c'est plus simple. Pareil pour tout ce qui est rendez-vous à droite, à gauche avec un artisan. Voilà. Donc, en tout cas, moi, ça me convient aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'avoir un boulot avec des horaires différentes que la majorité des personnes, ça aide. Moi, je bossais en hôtellerie et pour le coup, je bossais soit tôt le matin, soit tard le soir. Et effectivement, ça me permettait aussi de me libérer et même de bosser le week-end. Et du coup, j'avais des jours en fait off la semaine et ça me permettait d'être la première à visiter les biens. Et c'est vrai que c'est intéressant ça comme, oui, ça aide. Comme idée. Pour les personnes qui veulent investir rapidement et tout de suite. En fait, est-ce que finalement, c'est un boulot de bureau, ça va vraiment te freiner quoi, dans ce parcours quoi. T'es pas dispo. Enfin, moi, je sais qu'il y a des agents IMO qui m'ont déjà rappelé parce qu'ils savaient que je pouvais venir visiter quasiment le lendemain à 14h, quoi, tu vois. Alors que tout le monde veut visiter, comme je te dis, à 18h ou le samedi. Et voilà. Donc, non, c'est sûr que moi, c'est pareil, j'étais cadre, donc j'étais plus flexible. Et du coup, il fallait aussi avoir le temps. On va dire le matin, je l'utilisais pour bosser, pour pouvoir manager un peu les équipes, etc. Et l'après-midi, je l'utilisais pour créer ma conciergerie et en même temps pour pouvoir développer les recherches des biens immobiliers. Mais c'est sûr que pour nous, ça a été une force, la partie Covid, etc. De pouvoir tout simplement visiter, prendre du temps pour refaire les travaux, rénover, etc. C'est vrai que ça a été vraiment une grosse force. Moi, j'avais une autre question. C'était pour savoir en fait quel a été ton plus gros échec que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur. Plus gros échec. Franchement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu d'échec. Si, peut-être un bien qu'on voulait faire en marchand de biens sur lequel on n'a pas eu de financement. En plus, ça nous a un peu touché avec ma compagne. On voulait le faire avec ma compagne, ce projet-là. Et c'était quelqu'un qui vendait sa maison
parce qu'il avait eu une tumeur au cerveau et il avait un enfant de 5 ans et il devait absolument vendre sa maison avant de décéder. Il savait qu'il allait décéder. Et en plus, ça passait via un agent immobilier qu'on connaissait très bien. Donc, on a fait beaucoup de démarches à ce moment-là, mais on était trop endettés et trop jeunes endettés pour avoir des financements. On a trop enchaîné trop vite. Et là, celui-là, le projet, c'était non, 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 non. Et ça nous est chié personnellement. Et 2, ça nous est chié humainement. Parce qu'on s'est dit, ça veut dire que le bien, il faut qu'il revienne à la vente. Il faut retrouver un acheteur. S'il décède avant que la vente soit faite, ça peut être compliqué derrière pour eux. Et du coup, voilà, c'est un petit échec. C'est un échec. Voilà, c'est un échec. Après, ils ont dû trouver bien acquéreur. Oui, on a suivi quand même le truc. Voilà, ils ont quand même trouvé acquéreur. Il est décédé après la vente, donc tout va bien, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que quand il y a de l'émotionnel dans les achats, c'est toujours plus compliqué. Et il y en a plus souvent qu'on croit. Parce que des fois, on tombe sur des cas aussi où tu vas visiter un immeuble, tu vois dans quoi vivent les gens parfois, ça fait mal au cœur. Et ça, moi, j'étais pas prêt par contre. J'étais pas prêt de voir certaines choses. Et je suis retombé sur des photos, vidéos justement, en faisant le tri de mon téléphone, sur un appart que j'avais en mémoire dans un immeuble qu'on avait visité. Et en revoyant les photos, je me suis dit, ah ouais, je me rappelais pas que c'était quand même aussi grave que ça, cet immeuble-là. Donc, il faut être prêt aussi à ça. C'est vrai que, franchement, même en France, on se dit, bon, on est un pays civilisé et tout, mais il y a des personnes qui vivent dans des conditions quand même très difficiles. Et tu le sais, mais c'est vrai que quand tu vas visiter, tu t'en rends compte, où tu te dis, ah oui, il y avait vraiment quelqu'un qui vivait là-dedans. Parce que même nous, l'appart qu'on a acheté, on se dit, mais comment ils pouvaient vivre là-dedans? Mais si, il y avait des locataires en octobre dernier. Mais bon, c'est là où, quand ça pue les travaux... Ça n'a plus le cash flow. C'est ça. Donc, c'est pas si mal. Non, c'est sûr. Après, ça permet aussi de rénover, de mettre des biens aussi avec un confort aussi plus important, parce que c'est ce qu'on fait. Je pense que tu fais la même chose que nous, tu apportes de la valeur dans tes logements. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur la partie peut-être LCD, combien tu as de locations en courte durée et nous dire qu'est-ce que tu as fait un petit peu dedans? Alors, location courte durée, on n'en a qu'une de location courte durée. Et c'est une location courte durée qui est couplée à notre résidence principale. Donc ça, c'était un projet qu'on a fait avec ma compagne. Parce qu'on fait des projets solo, donc chacun de son côté, et des projets à deux. Mais quand on fait des projets solo, on est les deux dedans à aider. Enfin voilà. Et sur ce projet LCD, donc c'est un mix résidence principale, location courte durée. C'est en gros une grosse maison de 85 mètres carrés par niveau. Et il y a un niveau où on habite, qui est notre résidence principale, et un niveau qui est en location courte durée, qui se loue très bien toute l'année. Et les revenus qui sont générés de la location courte durée nous permettent de vivre gratuitement, en fait, puisque ça nous paye toutes les charges, aussi bien crédit, assurance, eau, électricité, comptable, impôts. On paye tout avec ça. Donc on sort 0 € de notre poche pour avoir un toit sur la tête et tout ce qui va autour du toit, quoi. Une très bonne stratégie, ça permet de... bonne astuce. En tout cas. Une bonne stratégie, franchement, je pense que c'est même sûr, c'est le meilleur investissement qu'on ait pu faire. De coupler les deux. C'est vraiment le combo parfait, parce que du coup, ta LCD, en fait, te paye ta résidence principale. C'est ça, et en plus, tout est bien séparé, on a bien chacun une entrée différente. L'appart c'est un T4, donc on a aussi bien des travailleurs qui viennent la semaine pour des chantiers ou des formations, voilà. Et le week-end des familles, des amis. Voilà. Et au niveau de la banque, en plus, ça passe mieux, parce que du coup, tu achètes ta résidence principale et en plus, tu l'optimises avec... En fait, ce qui se passait, c'est que c'était après le fameux projet qui ne s'est pas fait d'achat-revente. J'avais déjà ma grosse coloc avec le T2, un studio, et je venais de revendre mes caves. Et là, la banque, elle me disait, faut peut-être quand même penser à la résidence principale, mais sur un autre projet, on pourrait aussi peut-être vous suivre en locatif. Et du coup, on cherchait à la fois un projet coloc à faire dans notre secteur où on habitait, et à la fois une résidence principale. On s'est dit, ça va faire beaucoup peut-être à présenter, même s'il nous a dit oui, tu vois, ça fait peut-être un peu beaucoup.
Et en cherchant des biens, un jour, on tombe sur celui-là. Et puis, c'est ma compagne, Sophie, du coup, qui m'en parle. Mais c'était dans l'objectif de faire une coloc, parce que c'est une grosse maison de 220 mètres, donc 2 x 85. Et je dis, ouais, mais c'est trop gros pour faire une coloc dans le secteur. Je ne voyais pas un truc aussi gros dans ce secteur-là. Et l'annonce, elle traînait sur le Bon Coin. Elle restait. Et au bout d'un moment, en fait, c'était à 2 minutes de chez nous. Donc, je dis, bon, vas-y, on va visiter, on verra bien. Et c'est en allant sur place qu'on a vu des choses qu'il n'y avait pas dans l'annonce. Et qu'on s'est dit, bon, bah, écoute, nickel, en fait, on peut séparer le bien en deux. Et on fait ici la RP, là, de la LCD. Et puis voilà, quoi. Enfin, au début, c'était pas forcément LCD qu'on pensait. On pensait plus à faire une coloc sur la partie locative. Et finalement, on s'est dit, vas-y, go LCD. C'est moi qui ai un peu poussé, madame n'était pas trop chaude. Et finalement, c'est parfait. En plus, pour le coup, on a visité et c'est vrai que on a tendance à se dire non, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des gens qui vivent chez moi. Mais là, vous avez une entrée séparée. Toi, tu as ta propre entrée. Ouais. Eux, ils ont leur petit extérieur en haut. C'est ça. Enfin, c'est hyper. C'est vrai que le bien, il est parfait, je pense, pour ça, quoi. Il s'y prête bien. Après, on a aussi cloisonné le jardin, etc., pour que chacun ait sa zone. Et avant, il y avait un escalier là où je t'ai montré, un gros escalier qui te mangeait tout l'espace. Donc, faut réajuster, faut juste tourner dans sa tête comment je peux faire pour que ce bien il convienne. Et puis voilà, quoi. Et tu l'as mis du coup sur les plateformes en courte durée. Et du coup, la stratégie, elle est comment? Est-ce que c'est toi qui fais les check-in et les check-out ou tu as automatisé ça? On a automatisé. Ok. Au tout début, quand on a fini la réno, on l'a fait nous parce qu'on était sur la période post-Covid et les artisans, ils avaient tous pris du retard partout. Et donc, soit on attendait pour avoir un artisan, soit on s'y mettait nous. Donc, je faisais mes 8 heures de taf, tu vois, entre 8 et 8 heures sur le chantier. Quoi. Oh là là. Ah, c'était une période où j'étais pas fatigué. C'est quand on a terminé le chantier, quand on a tout fini. Je suis tombé, mais comme une merde. Ah, mais tu m'étonnes. Je dormais comme un bébé. Ouais. Mais bon, pendant que tu étais dedans, voilà. Et en fait, donc, Sophie était en arrêt. Elle était au chômage à ce moment-là. Et elle faisait le ménage au début, parce que on ne savait pas si réellement ça allait marcher. Donc, prendre quelqu'un pour le ménage, voilà. C'était compliqué. Donc, c'était elle qui faisait le ménage. Et par contre, dès le début, on a mis boîte à clés, channel manager, pour s'occuper du moins de choses possibles. Parce que du coup, c'est toi qui gères la partie ménage, blanchisserie. Alors effectivement, au tout début, donc c'était Sophie qui faisait le ménage. Okay. Et ensuite, quand on a vu que ça fonctionnait et qu'en plus, à ce moment-là, elle a trouvé un boulot, on a dit, on va chercher quelqu'un pour le ménage. Donc, on a trouvé quelqu'un pour le ménage. Par contre, comme on habite sur place, on a fait un petit système où la femme de ménage nous laisse le linge sale dans des caisses en plastique chez nous, à l'abri des voyageurs. Et nous, on s'occupe de la partie blanchisserie, effectivement. Okay. Voilà. Okay. Et on lui fournit aussi, quand on sait qu'il y a une sortie, une entrée-sortie, qu'elle vient faire le ménage, on lui laisse aussi du linge propre. Ou alors, si on peut le monter nous, on le monte nous. Voilà, ça dépend. Et quand on s'absente longtemps, c'est elle qui fait la blanchisserie aussi. Alors, combien on a acheté? On a acheté 330 000 euros, le bien. Le bien, 330 000 euros. On a séparé en deux, on a fait une ventilation de prix chez le notaire entre la partie qu'on allait dédier à la location et la partie qu'on allait dédier à la résidence principale. Comme ça, on a fait 2 lignes de crédit séparées. Et en plus, on a pu mettre de l'apport que sur notre résidence principale, que sur la partie vraiment où on habite. Donc ça, c'est nickel c'est plus facile pour la compta. Et en termes de fiscalité aussi, c'est bien, parce que du coup, il n'y a pas d'apport sur la partie locative. Donc, ça nous fait plus de charges de crédit sur cette partie-là. Donc, ça, c'est le premier truc. Ensuite, combien ça dégage? On est, depuis 3 ans qu'on est là, entre 27 et 29 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, on va dire en gros 2 400 euros de chiffre d'affaires net des commissions de plateforme. Derrière, tu rajoutes toutes les charges de ménage, d'électricité, etc. Et à la fin de l'année, on est à zéro. C'est-à-dire à zéro. Comme je vous dis, on prend tout cet argent-là pour payer tout ce qui est charge du logement, de l'ensemble du bâtiment, donc notre crédit de la résidence principale, l'impôt foncier, etc. Donc à la fin de l'année, on est à zéro.
Ouais. C'est comme si tu vivais gratuitement, c'est top. On vit gratuitement et on capitalise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce bien-là, il a pris de la valeur. Ouais. Il a pris de la valeur parce que le marché a pris de la valeur, parce qu'on l'a rénové. Donc si demain on revend, finalement on récupère aussi une grosse somme, alors que finalement on n'a pas sorti 1 euro de notre poche, à part l'apport qu'on a mis sur la RP, quoi. Et est-ce que tu pourrais le revendre du coup séparément, parce que visuellement c'est quand même une maison, mais tu as mis 2 compteurs, c'est ça? Il y avait déjà 2 compteurs, puisque quand ça a été construit, c'était une maison de plein pied de 85 mètres carrés, et une vingtaine d'années plus tard, il y a eu une surélévation pour loger un membre de la famille, donc avec un autre compteur d'eau, un autre compteur d'électricité, voilà. Donc tout est séparé. Par contre, cadastralement parlant, la personne qui avait acheté avant nous, elle avait acheté du coup les 2 lots séparés, mais en une seule fois, puisqu'à l'époque c'était séparé cadastralement parlant. Et quand elle a acheté, elle les a fait réunir au niveau du cadastre. Et nous, on a laissé ça en tant qu'un seul lot aujourd'hui. Donc, soit on revend comme ça l'ensemble de la bâtisse, soit on peut refaire une division et vendre séparément. Ok. Très bien. Moi, je me demandais, parce que toi et Sophie, du coup, vous avez l'air d'avoir une vie à 100 000 à l'heure. On nous dit tout le temps que nous, on est à 100 000 à l'heure, mais en fait, toutes les personnes qu'on interviewe, ils sont un peu pareils. Parce qu'en plus de tout ça, tu as un boulot à côté où tu es en CDI, c'est ça? Tu es encore en CDI. Ta chérie aussi. Oui. Et à côté, vous investissez, vous faites de la LCD. Là, tu as un projet d'ouvrir une laverie. Oui. Est-ce que tu arrives à vivre quand même à côté ou... Oui. T'as des hobbies, Oui, écoute, tu vois, on a aussi un investissement qui est un plaisir, qu'on va parler. On part dès qu'on peut et qu'on a le temps, entre guillemets, on part en week-end ou en semaine en fourgon aménagé, vadrouiller dans le sud de la France quand on part pas trop loin, ou alors un peu plus loin quand c'est pour une semaine ou 15 jours en fourgon. Et là aussi, c'est un fourgon qui rapporte aussi de l'argent, puisque on le met en location sur les plateformes dédiées et qu'on arrive à, je pense qu'en fin d'année, on sera à peu près à 30% de rendement sur le fourgon. Trop bien. Donc voilà. Ça, c'est un chouette investissement aussi. Et du coup, vous avez jamais pensé à quitter votre travail parce que vos investissements vont à un jour où rapportent déjà suffisamment, ou c'est vraiment pour garder ce rythme d'avoir quand même un salaire? Est-ce que ça t'aide pour tes prochains investissements? Pourquoi, du coup, tu quittes pas ton travail, en gros? Alors, effectivement, pourquoi je quitte pas mon travail? Déjà, parce qu'il a quand même des points positifs, ce travail. Donc, le fait d'être en 3-8, d'avoir du temps à côté, le fait d'avoir un revenu qui est quand même pas dégueulasse. J'ai un revenu qui est quand même sympa. Il y a d'autres avantages aussi, participation, intéressement, chèque vacances, bref, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, avec ce que je possède perso et ce qu'on possède à deux, ma partie de ce qu'on possède à deux, je pourrais arrêter de travailler. Mais ça veut dire que ça réduirait aussi mon train de vie. Parce que forcément, ça veut dire que tu as une ligne de revenus en moins tous les mois. Et il y a aussi une chose, c'est que je possède, entre ce que moi je possède et la moitié de ce que je possède avec madame, elle a moins de choses que moi. Donc c'est-à-dire que si moi j'arrête de bosser demain, elle ne peut pas arrêter de bosser demain. Donc, tu vois, si t'as peut-être aussi encore envie d'investir, ou peut-être investir à deux. Exactement. J'ai envie de continuer d'investir solo, continuer d'investir à deux et arrêter de travailler peut-être dans 3-5 ans, mais pas plus tôt. Alors qu'effectivement, il y a quelques années, je me disais, mais dès que j'arrive à ce montant-là, j'arrête. Et en fait, non. Oui, toi, tu subis pas ton travail. Alors, je le subis quand même, parce que les 3-8, il faut se les taper quand même. C'est faut avoir une hygiène de vie à côté. Parce que j'ai des collègues, quand on est par exemple d'après-midi, mes horaires d'après-midi, c'est 14h, 22h. Je sais, il y en a, ils se couchent à 2-3 heures du matin. Ils se lèvent à 10h, 11h et on commence à 14h. Donc en fait, ta journée, tu fais quoi? Tu fais rien à part le taf et dormir. Voilà. Que moi, je me force à aller au lit quasiment direct dès que je rentre. Je me mets un réveil le matin. Comme ça, je fais des choses le matin. Tu vois. Donc il faut quand même s'imposer une hygiène de vie, entre guillemets. Je pourrais rester au lit et traîner, mais je le fais pas.
Et donc, il y a quand même des contraintes à travailler. Et des fois, je suis fatigué quand même. Donc, parce qu'il faut une force mentale et physique quand même. Parce qu'il y a une discipline. Oui. C'est ça, une discipline à avoir. Et voilà. Donc, mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est que je suis serein sur le fait que, je sais pas, demain, pour X ou Y raison, soit je suis licencié, soit ma boîte elle ferme. Alors, ça m'étonnerait qu'elle ferme vu le domaine où je travaille. Mais voilà, au pire, je m'en fous. Ah, c'est bien. J'ai d'autres sources de revenus à côté. Tu t'es bien sécurisé. Oui, c'est ça. Ok. Et quel a été en fait le facteur de ta réussite globalement parce qu'on a vu que tu avais principalement sécurisé tes revenus, on va dire en amont sur la partie cave, donc plutôt dans l'immobilier. Ouais. Et là, on voit qu'aujourd'hui, tu es plus dans une diversification via, on va dire, le van, la laverie. Donc, qu'est-ce qui a fait ton changement et qu'est-ce qui t'a rassuré en fait au début? En fait, dès le début, j'ai compris que la diversification, c'était la clé. Parce que j'ai tout de suite compris que s'il y avait un problème, je sais pas, par exemple, tu vois, au début, quand j'ai voulu mettre un vrai pied dans l'immobilier, au lieu de faire une coloc, je voulais faire une LCD. Et pourquoi pas en avoir plusieurs, tu vois. Mais finalement, par exemple, quand il y a eu le Covid, quand tous ceux qui avaient des LCD, leurs revenus, ils étaient avant la LCD un peu élevés. Et puis quand le Covid est arrivé, boum, tu prends une claque, là ça fait mal. Si tu n'as pas d'autres sources de revenus, ça peut être compliqué. Donc, et avant même qu'il y ait cet épisode, je l'avais compris qu'on pouvait avoir un événement, une décision, une loi, tu vois, tu sais pas. Donc dès le début, je me suis dit, il faut diversifier. Donc moi, j'ai diversifié le type d'exploitation, puisque j'ai dès le début, coloc, location meublée à l'année, RP. Après, j'ai racheté un immeuble qui était aussi une location où il y avait 4 studios de location meublée à l'année. Derrière, quand on a eu notre RP et que j'avais la LCD qui fonctionnait bien, je me suis dit, bon, ok, finalement, notre salaire, c'est plus que de l'argent de poche, puisqu'on vit gratuitement. Donc, mon salaire, je me suis dit, c'est parti, boum, il faut l'investir maintenant. Enfin, l'investir. Plutôt que de lever de la dette et faire des crédits, c'est bien, on va continuer. Mais je me suis dit, l'argent de mon salaire, je ne vais pas utiliser 100% de mon salaire pour faire les courses et faire le plein de la voiture. Donc, boum, investissement en bourse. Et là, comme l'IMO, les peurs, forcément. Peur que finalement, quand tu achètes une action, tu te plantes, parce qu'on te fait croire que c'est super compliqué, alors qu'en fait, c'est super simple. Donc, au début, 100 € par mois dans une action, puis 200, puis 300, puis 500, puis 800, 1000. Je suis allé jusqu'à 1500 € et par mois. Et ce que je fais, c'est que dès que j'ai un projet, IMO ou laverie ou quoi, j'arrête de faire ces versements-là pour être sûr d'avoir du flux qui rentre, notamment via mon salaire et via tous les autres biens immobiliers. J'arrête pour pouvoir faire le projet. Donc, par exemple, le projet de l'immeuble, le dernier, j'avais arrêté. Et dès que le projet est lancé, que tout est en location et que tout tourne bien, hop, je recommence. Bam, je remets en bourse. Et là, pareil pour la laverie. Depuis février-mars, je ne fais plus de versement en bourse pour être sûr d'avoir tout le temps de l'argent dispo pour lancer la laverie. Une fois que la laverie sera démarrée, boum, je repartirai sur 1500 € en bourse tous les mois dans les actions à dividendes. Mais oui, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que c'est la non-connaissance. Parce qu'en fait, souvent, on nous demande d'être spécialiste. Mais moi, je trouve que la meilleure stratégie, c'est la stratégie en T, où tu as la barre du T avec toutes les compétences nécessaires que tu peux avoir dans l'investissement. Et la barre centrale, c'est ta spécialisation. Donc, nous, on a une spécialisation, on va dire, en conciergerie. Et donc, du coup, globalement, dans l'immobilier. Mais c'est vrai que c'est très important, c'est d'avoir des connaissances un petit peu dans tout. Et là, tu le démontres avec la partie bourse, qui effectivement, la plupart des gens, je crois en France, ils pensent que c'est un casino, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent que, tu vois, tu joues, en fait, tu joues. Et c'est ça le problème, c'est que nous, on joue pas, on investit, en fait, on vient pour gagner. Alors, ils disent, ouais, mais bien sûr que si tout le monde se lance dans le business des actions et de la bourse, il y a une stratégie. Et il y a plusieurs stratégies. Et je pense pas que tu es dans la stratégie du trader. Non. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta stratégie J'ai pas le temps de trader.
Trader, c'est-à-dire qu'il faut que tu checkes tout le temps comment ça se comporte, il faut que tu fasses tes analyses graphiques, machin, etc. Moi, j'ai pas le temps. Et justement, c'est bien que j'ai parlé de temps, parce que pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et à chaque fois que j'investis, on va revenir sur la bourse, mais à chaque fois que j'investis, c'est pour avoir du temps. Voilà. Si ça doit me prendre du temps, je veux pas investir. Et du coup, les actions à dividendes, tout simplement, j'achète donc des actions d'entreprise, et ces entreprises me reversent des dividendes mensuels, trimestriels ou annuels, et ça me fait du revenu, du coup, réellement 300% passif, puisque là, tu fais rien, à part cliquer sur un bouton une fois par mois pour acheter. Donc, une fois par mois, j'achète une action, j'en achète pour X euros, ça dépend, voilà. Et après, j'ai des dividendes qui tombent régulièrement. Et ouais. Du coup, vu que tu as diversifié, en fait, et que tu as maintenant un œil sur tout ce qui te rapporte de l'argent, qu'est-ce qui te fait prendre le plus de temps et qu'est-ce qui t'en fait justement le moins prendre et le plus gagner d'argent, quoi? Alors, ce qui me prend le moins de temps, c'est clair, c'est la bourse. Ouais. Est-ce que ça te rapporte du coup quand même? Par contre, ça ne me rapporte pas autant que l'immobilier. C'est plus long. C'est plus long. Il y a cette phase en bourse, tu vois, je me rappelle mon premier dividende. Tu vois, si tu en parles à quelqu'un de lambda, il va dire, mais t'as fait ça pour ça. Mon premier dividende, c'était 68 centimes. Ouais. Mais moi, je suis clairement dans ces personnes, genre, pourquoi tu fais ça? Mais oui, tu vois, c'est ridicule. J'avais mis 100 et quelques euros. Et en plus, il faut que tu aies déjà tout analysé avant, tout compris. Perso, moi, je trouve que ça me prend beaucoup plus de temps. Alors, dans la réalité, non, parce que j'ai les conseils de Ghislain. Mais la bourse, pour moi, c'est... Ouais, moi, j'ai pris le hack rapide parce que, déjà, je suis pas très chiffre, donc c'est vraiment pas, perso, un investissement qui m'attire. Surtout quand je vois la plupart des gens qui gagnent pas non plus des grosses sommes, à moins que tu mettes des grosses sommes en jeu, ouais. Mais c'est ça, l'intérêt de la bourse, c'est en fait que tu le fais surtout pour plus tard. Tu gagnes pas, t'as pas un gros cash flow comme en IMO que tu peux avoir tout de suite et puis encore plus gros quand le temps avance. Là, la bourse, c'est que au début, tu gagnes pas grand chose. Et puis plus le temps va avancer, plus si tu as fait le bon choix d'entreprise, elles vont verser des dividendes de plus en plus gros. Et plus cette somme va être importante, en fait. Et tu vas avoir cette courbe exponentielle où au début, c'est tout plat. Et au début, c'est vrai que tu dis, ouais, bon, là, j'ai pris 68 centimes. Là, j'ai pris 1 euro. Au début, voilà, ça fait bizarre. Et maintenant, oui, j'ai plusieurs... entre 150 et 260 euros par mois de dividendes. Donc, c'est sûr que ça ne change pas une vie non plus. Ouais. Mais j'ai commencé il y a 3 ans. Enfin, il y a 3 ans et demi, 4 ans. En mettant des petites sommes au début, des sommes plus grosses ensuite, et des moments où j'ai coupé, où j'ai rien versé pendant 3 mois, 6 mois, le temps de faire les projets. Donc, voilà, faut juste être patient avec la bourse. Ok. Et qu'est-ce qui te prend du coup le plus de temps? Alors, l'IMO, même si réellement, il m'en prend pas... C'est plutôt ton travail qui te prend. Ce qui me prend le plus de temps, c'est clair. Et d'énergie, je pense. Mon taf, c'est 8 heures par jour. Sans compter le temps de trajet pour y aller, pour revenir. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais est-ce qu'il te rapporte pour l'instant encore plus que, par exemple, un de tes actifs? Enfin, est-ce qu'il y a un de tes actifs qui te rapporte plus que ton salaire? Il n'y a pas un de mes actifs qui me rapporte plus que mon salaire. C'est tous ensemble. Par contre, tous ensemble, ça me rapporte beaucoup plus que mon salaire. Okay. Et du coup, le rendement temps-revenu, il est quand même beaucoup plus important avec tous mes trucs à côté qu'avec mon taf. Ah, ok. Parce qu'avec mon taf de 8 heures par jour, je gagne une somme, mais avec l'IMO, etc. à côté, je gagne tout autant, mais sauf que je passe pas 8 heures par jour. Tu passes moins? Beaucoup moins. Ah, voilà, ok. Ah oui. Ok. Donc, si on raisonne temps-argent, mon taf, il est pas rentable. Ok. Et par rapport à ton nouvel investissement, du coup, la laverie, tu penses que ça va être Enfin, combien ça va te rapporter, du coup, mensuellement, en enlevant à peu près toutes les charges? Est-ce que tu penses que tu vas en dégager un cash flow? Enfin, je pense que tu as fait ton prévisionnel, du coup, avant. Oui. Après, le problème, un prévisionnel et la réalité. Oui. Voilà. Donc, le prévisionnel, il est là. On espère qu'au bout d'1 an, on aura un peu moins de 1 000 euros de cash flow.
Ok. Voilà, une fois que tu as payé ton crédit, ton loyer, ton eau, ton électricité, etc. Au début, ce qui est sûr, c'est que la laverie, au lancement, ça te coûte de l'argent. Ah oui, c'est des Donc, gros voilà. investissements. Et là, on hein. parle... Oui, Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, et même moi avant on a entrepris aussi ce projet, c'est clairement pas le prix d'une machine à laver, même d'une Non. très bonne machine à laver Ouais. que tu mets chez toi. C'est des gros C'est ça. budgets. c'est ça. Donc il faut l'avoir en tête que tout le monde ne peut pas ouvrir une laverie. Enfin, faut avoir un vrai projet derrière. Quoi. Ouais, c'est ça. Le financement, généralement, c'est entre 15 et 25% d'apport. Là, on a eu la chance avec ma banque qui m'a d'ailleurs le plus financé jusqu'à aujourd'hui. C'est elle-même, elle m'a dit non mais monsieur Guermin, vous n'allez pas mettre d'apport. Allez, vas-y, on met pas d'apport si tu veux. Donc tu vois, voilà. Donc ça, c'est cool. Nous, on met pas d'apport, mais par contre, il y a quand même une grosse avance de trésorerie à faire parce que l'argent est débloqué qu'une fois que l'installation de la laverie est faite. Donc il faut quand même avoir les revenus de côté pour avancer. Si t'as pas, c'est ça. Si t'as pas cet argent-là que tu peux avancer pendant toute la durée du projet, c'est à partir du moment où tu signes le devis jusqu'au moment où c'est terminé, il peut s'écouler plusieurs mois. Ben voilà, là j'ai 37 ou 38 000 euros que j'ai déjà avancé sur la laverie. Ok. Donc si tu les as pas, c'est compliqué. Et puis tu penses qu'en termes de durée pour ce projet, tu l'as lancé du moment où tu as eu cette idée et tu t'es lancé là-dedans au devis, jusqu'à la sortie de la laverie, là où les gens vont pouvoir enfin laver leur linge. Tu penses qu'il y a combien de temps ? Alors, le moment où on a signé le devis, j'essaie de me rappeler à peu près la date. Je pense qu'on sera sur du 5 mois à peu près. Ça va, c'est assez rapide quand même alors. Ouais, en fait, on en discutait tout à l'heure en off, mais le projet, moi, ça fait 3 ans que je l'ai en tête, mais je voulais absolument le faire avec madame. Madame, elle n'était pas trop chaude pour ce projet-là. Et finalement, en allant sur un séminaire, en allant sur un séminaire et en discutant avec des personnes qui ont des laveries, et ben là, je l'ai regardé, je dis alors, elle m'a dit allez, c'est bon, on y va. Donc ça, c'était le 8 janvier. Et je sais la date, puisque c'était le jour du séminaire, toi, donc et je sais où on était à Bruxelles. Et elle me dit ok, c'est bon, on y va. Et ben on y va, donc le 8 janvier, c'était décidé. Je crois que j'ai trouvé le local fin février, et début mars, on signait le devis avec le fournisseur et installateur, quoi. Pardon, tu as acheté du coup le local ou c'est de la location ? Non, alors malheureusement c'est de la location. Ok. Et ça aussi, je pense que il faut toujours réfléchir quand tu fais, peu importe ton projet. Là où on voulait aller, on a ciblé 5 civils autour de chez nous. Et on cherchait des locaux dans ces 5 civils. À la fois à la vente, à la fois à la location. À la vente, soit c'était beaucoup trop gros, soit c'était trop petit, soit c'était trop cher, soit c'était mal placé, il n'y avait rien qui allait. Et à la location, il y en a un à un moment donné qui est sorti, qui était dans tous les critères. En termes d'emplacement, il y a des contraintes techniques aussi à connaître pour les laveries, donc tu ne peux pas prendre n'importe quel local, il y a des points techniques à vérifier. Donc en termes d'emplacement, de loyer, etc., tout correspondait. Donc je suis allé le voir. Et à ce moment-là, tu dois te poser une question. Est-ce que je perds de l'argent tous les mois en loyer, ou est-ce que j'attends la super pépite qui sera peut-être jamais là en achat pour que je me verse moi-même mon loyer et que finalement je ne perde pas d'argent ? À un moment donné, tu passes à l'action, tu y vas, quoi. Et puis du coup, souvent tu perds trop de temps et il y a quelqu'un qui prend ton idée avant. Exactement. Nous, c'était notre cas pour le coup. Exactement. On a attendu trop parce qu'on voulait pas prendre de la loc et en fait, après, on a d'autres projets, donc pas de regrets. Et du coup, est-ce que tu lances la laverie dans un concept de franchise ou c'est toi qui vas faire toute la com autour, tous les visuels, etc. Est-ce que ça fait partie, je pense, de la formation que tu as prise ou... Alors, j'ai pas pris de formation sur ce domaine-là. Parce que ça faisait déjà 3 ans que je creusais le sujet, alors pas en long, en large, en travers, mais, voilà. Tu t'es intéressé quand même. Ouais, je m'étais quand même déjà intéressé à ce sujet-là depuis quand même pas mal de temps. Et c'était quoi ta question déjà ? Si du coup tu avais pris une franchise. Ah oui, de laverie. non. Alors, c'est pas une franchise,
Alors, ils te font tout, c'est-à-dire qu'ils te font les visuels, c'est-à-dire les panneaux que tu auras dans la laverie, etc. Ils te font tout. Ok. Mais derrière, tu n'as pas de royalties, de franchise à payer, rien Ok. du tout. Tu payes un package de départ Exactement. avec tout. Exactement. Ok, intéressant. Ouais. Donc du coup, tu as acheté tes machines. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner la marque? Oui, Electrolux. Ok. Et donc du coup, sur ces machines que tu as investies, tu as acheté déjà combien de machines? Et quel est ton tips du coup pour que je pense qu'il y a des machines qui sont plus rentables que d'autres par rapport à la partie lavage et d'autres séchages. Alors je sais que tu n'as pas encore lancé la laverie actuellement, mais je pense que tu as étudié cette partie-là pour savoir la rentabilité des meilleures machines par rapport au poids, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous communiquer là-dessus? Alors, du coup, la première question, c'est combien il y aura de machines? Ouais. Il y aura 3 machines 6 kg, 2 machines 14 kg, une machine 20 kg et 2 séchoirs. Ça, c'est la capacité maximale que tu peux avoir quand tu as un local qui est 100% électrique. Et il fait 38 mètres carrés. On a du coup la place de mettre tout ça. C'est le max qu'on peut mettre. On a mis tout ça. Parce que la zone aussi s'y prête. Ensuite, en termes de rentabilité, ça va dépendre un peu aussi du secteur où tu vas être. Et pourquoi du secteur? Un peu de la concurrence de ce qu'il y a autour. On s'installe là parce qu'il y a des concurrents pas très loin, mais en même temps des concurrents un peu vieux, ou alors des concurrents qui sont très loin et où les gens vont forcément venir chez nous plutôt que d'aller là-bas. Donc ce qui sera le plus rentable pour nous en termes de conso électrique, eau et vente derrière, ça sera le 20 kg. Mais ce ne sera pas quelque chose qui va être utilisé le plus souvent. Donc en fait, on va faire un peu moins de marge, peut-être sur les 6 kilos, mais il y en a 3 et c'est ce qui va être le plus utilisé, et un peu plus de marge sur ce qui sera le moins utilisé, quoi. Voilà. Ouais, parce que dans tes locations courte durée, elles sont aussi dans le même secteur que... Alors, oui, enfin non. Est-ce que tu vas l'utiliser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors c'était aussi un truc qu'on voulait faire. Mais notre LCD, elle est quand même... notre RP LCD est à 10-12 minutes. Donc, c'est pas loin. Mais il faut qu'on réfléchisse sur est-ce qu'on le fait vraiment ou pas d'aller amener notre linge là-bas. Parce que du coup, ça fait beaucoup plus de logistique que... Ouais, mais en même temps, tu vois, comme on s'occupe nous-mêmes du linge chez nous, chez nous, on fait donc pour les draps, on fait du lavage et séchage sur étendoir. Et par contre, pour les serviettes, on fait lavage machine et séchage au sèche-linge parce que la qualité, le séchage, c'est pas du tout le même et c'est beaucoup plus agréable. Donc, on se demande si on va pas faire un gros truc où une fois par semaine, on y va, on fout dans la 20 kilos et voilà. Parce qu'au moins, ça va éviter d'avoir du linge étendu à la maison. Et puis, ça, tu peux avoir des contraintes d'humidité si la maison elle est mal ventilée. Enfin, tu vois. Voilà. Donc peut-être qu'on ira faire le linge là-bas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et en temps de gestion, tu sais à peu près combien de temps ça va te prendre? Alors, est-ce que c'est toi qui vas le faire ou est-ce que tu vas déléguer cette partie-là? Alors, au tout début, la réflexion qu'on s'était faite, c'est on va faire le ménage nous-mêmes. On va aller sur place. Par contre, il faut relever la caisse quand même, hein, l'oseille. C'est le plaisir, c'est le cash machine. Voilà. Même s'il n'y aura pas... Enfin, nous, on a prévu aussi carte bleue, etc. Donc voilà, il n'y aura pas autant de cash que ce que réellement ça va rentrer. Donc au début, on s'était dit, on va aller faire le ménage nous-mêmes. Sauf que on travaille tous les deux. Ok, je suis en 3-8, mais bon, il faut quand même 10-12 minutes pour y aller. Et puis ça commence à faire beaucoup avec vos boulots à côté, c'est ça. Et puis le temps, et puis le carburant, et puis. Donc, une réflexion qu'on s'est faite, d'ailleurs, notamment grâce à une discussion qu'on a eue avec un entrepreneur qui en a une. Il nous a dit non mais te fais pas chier, prends quelqu'un pour le ménage direct. C'est pas ce que ça va te coûter, une laverie. Tu le déduis dans tes charges aussi après. Voilà, ça rentre dans tes charges. Il n'y a pas 4 heures de ménage par jour. Bah oui. Voilà, donc direct, on va prendre quelqu'un pour le ménage. Et du coup, quand les gens payent par carte dans la laverie, c'est relié à ton compte pro que vous avez créé pour ce business, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Et c'est instantané l'argent? Ou tu le vois? C'est journalier. En fait, ça rentre dans un... Il y a une société qui va prendre tous les paiements via le... TPE? Ouais.
Et ensuite, tout est envoyé en fin de journée. Ah, ok. Voilà. C'est bien, remonté ça. en fait. Ouais, Donc, c'est du coup, ça, tous c'est les ça. jours, tu peux suivre combien Ouais, c'est ça. t'as gagné. Par contre, tu as aussi un relevé. Tu sais instantanément combien est rentré dans la journée, que ce soit en carte Ok. bleue, en en espèces, Mm. en fidélité aussi, si tu mets la carte Ah, ok. fidélité. Et voilà. Ça va devenir obsessionnel, du coup, tu vas regarder ça tous Ah oui, les bah jours. oui, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Au début au moins. Ouais, au début, c'est sûr. Tu check, tu regardes, voilà. Et là, du coup, l'espèce, t'es obligé de venir Oui. pour pouvoir récupérer, Ouais, à moins donc- que tu aies une personne de confiance après qui Ouais. vienne Donc c'est s'occuper pour de ça que on va sûrement faire un peu de linge là-bas, parce qu'il faudra y aller au moins une fois par semaine pour récupérer le cash. Sauf que, réellement, combien de temps ça te prend pour récupérer le cash? Tu rentres, tu ouvres la caisse, en 10 secondes c'est fait, et tu repars. Est-ce que on restera sur place pour laver et sécher? Voilà, Ouais. je sais pas. Parce qu'il faut se garer. Ouais, bon, se garer, on sera garé puisqu'il faut récupérer le cash. Mm. Mais C'est la Brinks, en fait. il y aura pas Donc, des si centaines vous de croisez milliers d'euros. Anthony dans les alentours de Toulouse, Ouais, non, ne l'agressez pas. Après, le cash, c'est pas. Enfin, sur une laverie, c'est pas. Enfin, sur une laverie qui est équipée d'un paiement carte bleue, c'est pas ouf. C'est à peu près un tiers de son chiffre d'affaires. Donc, Oui. t'es pas le roi du monde si tu vois le cash. Quoi. c'est clair. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait le plus kiffer, que ce soit dans ta vie pro, perso Ouais. Alors, qu'est-ce qui me fait. Alors, il y a deux choses qui me font kiffer. La première, c'est quand tu vois des lignes qui se rajoutent, ping, il y a tant d'euros qui arrivent sur le compte. ouais. Voilà. Ça me fait kiffer. Ce que je kiffe, c'est visiter des immeubles, tu vois, genre comme ici. Tu rentres dans un immeuble, tu vois ça, et tu t'imagines des histoires, des trucs. Enfin, voilà, tu vois, ça j'adore. J'adore quand on part avec ma chérie en fourgon. Parce Ouais. que là, c'est déconnexion totale. Nous, on aime la pierre, etc., les immeubles et tout, mais on est plutôt à aller sur des bords de lacs, de rivières, de montagnes avec des vues à couper le souffle. Voilà, ça on kiffe. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, Ouais, transition est grave. toute trouvée. On va Ouais. pouvoir parler un petit peu du van. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi et Sophie, vous avez décidé de choisir un van pour tout simplement vos vacances ou aussi de pouvoir le louer, etc. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu plus là-dessus? Ouais. Alors, ça a été mon esprit entrepreneur. Il y a donc 1 an et demi, j'ai offert un week-end à ma compagne où on est partis tous les deux en fourgon aménagé. D'habitude, on aime bien tout ce qui est cabane dans les bois, etc. Tu vois, et là, je voulais un truc un peu différent. Et on en avait parlé une fois comme ça, mais sans plus. Je me dis, tiens, on va faire un week-end Si en je van. lui donnais la puce à l'oreille. Ouais, un petit week-end en van aménagé, ça serait cool. Et là, quand je me suis mis à faire les recherches, je me suis dit, mais c'est le bordel. En fait, les photos. Alors, il y a 2-3 sites spécialisés, un peu comme Airbnb, Booking, etc. Tu as des sites spécialisés pour ça. Tu peux nous dire le nom peut-être Oui, notamment, nous, on travaille surtout avec Yescapa et Wikicamper. Ok. Et donc, sur ces plateformes-là, tu as des photos. Tu vois les photos des locations courte durée il y a 30 ans en arrière. Enfin, pas 30 ans, il y a 5 ou 10 ans en arrière. Là, c'était les mêmes pour les fourgons et les camping-cars. Ah, ouais. Tu vois, le fourgon, le gars, il le prend en photo dans son garage, tu vois. Un mec, fais-moi kiffer, tu vois. Mets-moi Surtout, le c'est fourgon. pour un cadeau, quoi. Donc, Mais ouais. mets-moi ton fourgon à la montagne ou au bord d'un lac, j'en sais rien, tu vois. Là, la photo est tout dans son garage ou alors collée à sa maison ou sous un abri ou la photo pas cadrée. Enfin, tu vois, c'est moche, quoi. L'intérieur, c'est tout flou, tu vois rien, tu sais pas. Le texte, quand tu vois le texte, le mec, il t'écrit frigo Trimix, chauffage Trouma, machin. Mais moi, je dis, mais c'est quoi un Trouma c'est bien, Aujourd'hui, il y a ChatGPT, les gars. Ouais, mais Faites-nous des belles descriptions. mais c'est ça. Faites rêver Anthony. C'est quoi ça, un Trouma? J'y connais rien. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens qui louent ces fourgons et ces camping-cars, ce sont des gens qui kiffent ça. Donc ils s'y connaissent là-dedans. Ouais. Et ils font une description hyper Technique. 99% des clients, c'est des gens qui n'ont jamais utilisé un fourgon. Ouais. Donc ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc je me suis dit, il y a peut-être un bise à faire là. On est allé faire notre week-end, on a kiffé de ouf. Et quand on est revenu, je lui ai dit, écoute, j'ai dit franchement, faut qu'on réfléchisse.
Je lui ai expliqué, voilà, il se passe ça. L'investissement, quand j'avais regardé vite fait, c'était à peu près 40 000 € qu'il fallait compter pour un fourgon à peu près propre, avec un peu plus de 100 000 km. Et j'ai dit, il faudrait investir là-dedans. Mais j'ai dit, par contre, il faudrait attendre un peu parce que voilà, moi, j'avais un immeuble qui était en cours de recherche de financement. J'ai dit, pour moi, c'est pas le bon moment. Il faut qu'on attende un petit peu parce qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Et là, elle, qui a un peu moins de dettes que moi, elle me dit, mais écoute, franchement, moi, je l'achète. Ah ben, je dis, écoute, vas-y, t'achètes. Moi, je t'aide comme tu m'aides sur mes biens IMO. Et c'est parti. Moi, je te fais l'annonce, je te fais les photos, et voilà. Et c'est parti comme ça. Enfin, elle, surtout, elle a fouillé surtout sur les annonces. Moi, je validais un peu le côté technique sur le fourgon, sur les caractéristiques, sur les kilométrages, etc. Et finalement, on a trouvé un fourgon à 36 000 €, donc moins cher que les 40 000 fixés, et encore moins de kilomètres, puisqu'il en avait 66 000 km, il avait, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc moins que les plus de 100 000 km qu'il devait avoir. Donc on est parti le chercher. Et voilà. Quand on est revenu, annonce. Déjà, on a kiffé un peu. Vous avez fait des travaux dedans ou alors, il y a travaux, non. C'est-à-dire que donc, c'est un fourgon qui est aménagé d'usine, donc de la marque Possel, s'il y en a qui connaissent. Et dedans, ce qui a été fait, c'est juste de la déco pour remise au goût du jour parce qu'il a 13 ans. Il est en très bon état. Enfin, il en a 14 maintenant, du coup. Il est en très bon état, mais déco un peu vieillotte. Donc, Sophie, qui aime bien la déco, a rénové ça un peu. Et voilà, moi, j'ai changé la pompe au lave-glace. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Et c'est parti, on l'a mis en loc. Et quand on l'a mis en location, donc on l'a mis en location fin juin, parce qu'il a été acheté en fin mars, début avril, je crois. J'ai plus la date exacte. On a lancé la loc fin juin. Et dès début juillet, il a été loué. Ah ouais, mais en plus, vous avez pris la bonne période, quoi, parce que se lancer en juillet-août, c'est le meilleur moment, quoi. Alors, ça aurait été mieux de se lancer un peu avant, parce que du coup, pour anticiper les résas. Parce que là, du coup, sur cette année-là, donc pour 36 000 € d'investissement, il y a eu, je crois, net de commission des plateformes, 5 500 €. Donc, voilà, c'était pas mal. Et là, cette année, donc, comme il y a toutes les résas de janvier à juillet qu'on n'a pas eu l'année dernière. Donc aujourd'hui, je crois que si je ne dis pas de bêtises, on est quoi ? On est début juillet. On est début juillet à aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 500 €, je crois, de chiffre d'affaires du 1er janvier au 31 décembre. Ah ouais. Voilà, sur ce qui est déjà passé et ce qui est prévu. Et en sachant qu'il reste plein de périodes vides encore. Ouais. Donc, à peu près en 4 ans, il va être... En 4 ans, c'est remboursé. Parce que là, c'est prévu... Enfin, il n'y a pas de raison qu'on ne dépasse pas les 10 000 € de chiffre d'affaires cette année. Pour 36 000 € d'investissement, on flirte avec les 30% de rendement. C'est juste ouf. Et on en profite, nous, à côté, quoi. Et ces revenus, du coup, en fait, ils sont avec une société encore à part, en auto-entreprise ? Non, donc ça, c'est en nom propre. Okay. Et c'est comme l'immobilier meublé, c'est du BIC. Voilà. Okay. Et après, en LMNP du coup Non, c'est pas du LMNP. Okay. C'est du BIC. Okay. T'es, jusqu'à 3 000 € de chiffre d'affaires, t'es non imposé. Et tout ce qui est au-delà, t'es imposé sur ton impôt personnel, en fait. C'est ça, exactement. C'est top, ça. Ouais, et c'est cool aussi de faire des projets à deux, parce que vous êtes bien entraînés tous les deux. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe, tu vois, pour ce truc-là, mais moi, je m'occupe des annonces. Je me suis occupé de faire les annonces, les photos. Et là, après, c'est elle qui gère son planning, etc. Voilà, et vous n'avez pas eu trop de problèmes de mécanique sur ces... Problèmes mécaniques, non. On a eu une panne de frigo qui était... le frigo était un peu vieux. On se doutait qu'à un moment donné, il allait falloir le changer, donc il a été changé. Ouais, c'était pas des gros trucs. Non, après, il n'y a pas eu de... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de casse, voilà. On touche du bois, on espère que ça va continuer. Il y a déjà eu des petits bobos, qui ont été payés par les locataires, et puis voilà, quoi. Ouais, parce qu'il y a une assurance, du coup, aussi dessus, hein, comme là où on loue les voitures en particulier, quoi. C'est ça, sauf que là...
tu es quasi obligé de passer avec la plateforme parce qu'ils ont leur propre assurance. Parce que si toi, tu loues le fourgon, tu peux le faire avec ton assurance perso. Si tu le fais avec ton assurance perso et qu'il y a un dommage, c'est ta franchise à toi. C'est ta franchise, c'est c'est toi qui prends du malus, même si le locataire il dit non, mais c'est moi qui ai abîmé. Non, c'est le malus du propriétaire. Okay. Donc ça, c'est mort. Ou alors, il faut payer une assurance spéciale. Et là, l'assurance, elle coûte beaucoup trop cher. Okay. Et en fait, tu ne seras pas compétitif quand le client il va avoir le prix. Donc, il vaut mieux passer par les plateformes. Au moins, oui, et puis c'est là que tu trouves tes clients. Donc et forcément, c'est là que tu trouves tes clients. C'est comme Airbnb finalement. C'est le même principe. C'est là où il y a les clients et c'est là où tu as les assurances. Et l'assurance, elle est sur les plateformes, elle est un peu comme le programme AirCover non, sur Airbnb. Non, en fait, quand le client il paye, déjà il a une caution, mais il paye le tarif de location. Et ensuite, il a un tarif en plus pour l'assurance. Et c'est lui qui choisit le niveau d'assurance qu'il veut. Okay. Et pour faire simple, plus il prend un niveau d'assurance faible, plus sa caution est élevée. Voilà, pour faire simple. Ok, donc il faut attention. En général, il dit, bon, je ne vais pas prendre une assurance à je ne sais pas combien, donc bam, 2000 ou 3000 balles de caution. Donc en général, il faut attention. Ouais, c'est sûr. Et là, en termes de location, est-ce que tu loues plutôt à la semaine ou plutôt à des 2-3 nuitées? Comment ça se passe? Il y a de tout. C'est-à-dire que elle a mis un paramétrage pour 2 jours minimum. Donc c'est comme ça. Et la plus grosse résa qu'il y a eu, je crois que c'est pratiquement 15 jours. Je crois que c'est 12 ou 13 jours. On n'a pas eu une résa pour 1 mois pour l'instant, même si c'est possible. Et ensuite, par contre, un truc auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on pensait que ça allait, la majeure partie du temps, être le samedi, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui partent le mardi et qui reviennent le jeudi de la semaine d'après. Voilà, en pleine semaine. Donc c'est vrai que si tu n'es pas trop dispo pour ça, parce que là, tu es obligé de faire un accueil physique. Tu ne peux pas dire, tiens, il y a la clé là, tu te débrouilles. Non, il faut tout leur expliquer. Ils ne connaissent pas. Donc, oui, il faut expliquer comment fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc déjà, nous, toujours dans l'objectif de gagner du temps, on a aussi préparé tout un tas de vidéos en amont pour comment on fait le plein, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne. Super. Et toutes ces vidéos-là, on les envoie 2-3 jours avant leur résa. Alors on dit, vous regardez ça, si vous avez des questions, vous les gardez pour le jour de la remise des clés. Super. Et quand ils reviennent, donc on leur fait un topo très rapide sur ce qu'on leur a parlé. Donc si on leur a parlé, si on envoie une vidéo sur comment on fait le plein d'eau, on leur a dit voilà, c'est là, vous avez vu la vidéo, ok, c'est bon. Et après, d'autres trucs un peu plus techniques où il vaut mieux être en face à face pour expliquer. Là, on leur explique. Et après, on fait l'état des lieux et après, ils s'en vont. Et la moyenne d'âge de ceux qui louent des vannes, il y a de tout âge ou c'est plutôt jeune, moins jeune? Donc van, c'est plutôt jeune. Ok. Et camping-car, c'est plutôt âgé, en général. Ça reste... c'est une caricature, mais c'est ça. Okay. Après, réellement, nous, on dit van, mais c'est pas un van, c'est un fourgon aménagé. Parce que le van, c'est celui qui est tout bas. Le fourgon, c'est un fourgon... voilà, tu tiens debout dedans. Tu tiens debout dedans, c'est ça. Et après, tu as le camping-car, donc le gros truc. Et donc, en règle générale, c'est plutôt des jeunes. Mais on a quand même des gens aussi d'un certain âge, entre guillemets, même s'ils sont pas vieux, qui ont la soixantaine... et qui prennent le fourgon parce qu'ils veulent un truc petit, pratique, et pas un gros truc comme un camping-car. Voilà. Et ça se loue toute l'année? Oui, toute l'année. Ouais. Nous... c'est vrai que dans le sud, il fait un peu moins froid en hiver, mais... Toi, nous, on est partis en hiver. On est partis du côté de Chamonix. Il y a un petit chauffage dedans? Oui, tu as le chauffage et tout. Alors, c'est isolé, c'est pas ouf, mais tu as un chauffage. Oui, ça. Donc, voilà, on est partis jusqu'à Chamonix, tu vois, voilà, en plein hiver. Avec le duvet, quoi. Ouais, non, avec ton drap et tout, t'es bien. Mais par contre, c'est génial, ça fait des expériences de fou. C'est des expériences de ouf. Tu vas où tu veux, quand tu veux. En fait, on avait testé déjà plusieurs fois d'aller dans des Airbnb, tu vois, avec jacuzzi ou les cabanes dans les arbres, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, le problème, c'est que quand t'es là, quoi. Tu vas avec ta voiture, mais si tu veux aller te balader, mais en fait, à chaque fois, tous les soirs, il faut rentrer là. Donc finalement, tu fais peut-être plus de kilomètres. Comme ça, que si tu as un fourgon et que tu dis tiens, je vais faire ça,
et après je rentre à la maison. Et puis tu as la liberté d'aller où tu veux, quand tu veux. C'est la très grosse force de la tendance de la tiny house, où tu as vraiment le confort un peu de la maison, mais que tu peux te déplacer en même temps. Donc c'est vraiment le combo presque parfait pour pouvoir visiter, profiter. Après, bon, c'est que tu es limité à un certain secteur, mais tu peux quand même faire tout le tour de France, voire d'Europe, si les gens veulent faire un road trip. Quoi, c'est cool. Ah, mais si tu veux faire un road trip, c'est cool. Et d'ailleurs, on aimerait bien un jour se prendre un mois pour vraiment, tu vois, un mois profiter, tu vois, aller plus loin. Parce que du coup, tu venir démarres... nous voir en Alsace, par exemple. Oui, par exemple. Faites vite. Hein. Parce que tu vois, t'as quand même la contrainte de... tu peux pas prendre un billet d'avion avec le fourgon pour atterrir à Dunkerque si tu veux aller dans le nord, tu vois, et te faire un road trip autour de Dunkerque, tu vois. Par contre, j'ai vu, parce qu'il y a pas mal de chaînes YouTube de gars qui partent en van life et tout, et j'en avais suivi qui sont allés jusqu'en Inde avec leur van. Et par contre, après, ils ont eu des petits soucis et tout, et ils l'ont mis dans un conteneur et ils l'ont fait rapatrier en France. J'avoue, je sais pas du tout si ça coûte hyper cher ou pas, mais du coup, c'est possible, quoi. Mais moi, oui, du coup, j'aurais c'est pas possible. pensé. Honnêtement, en termes de tarifs, je sais pas du tout ce que ça représente, mais après, dans l'esprit, je trouve ça dommage parce que à aller en Inde, autant. Tu reviens. Ouais, non, mais je pense qu'ils avaient eu des soucis et tout. Oui, voilà, là, ils avaient eu des soucis. Mais après, c'est clair que tant que tu veux pas aller en Australie. Tant qu'il y a de la route pour y aller, tu vas avec. Quoi. Après, c'est vrai qu'il y a le problème du temps. Là, si tu veux partir un mois en Inde, déjà le temps que tu te prennes la route et tout. C'est sûr, il faut pas dire je vais aller en Inde en van, c'est plus je veux faire le tour de tous les pays entre et ça fait vraiment le voyage. T'aimes bien voyager ? Oui et non. En fait, j'aime bien voyager. Déjà, j'ai pas fait énormément de voyages au-delà de la France. J'ai fait 2-3 pays, mais c'est tout. Et j'aime bien voir des trucs différents, mais j'aime bien aussi la France parce que je trouve que c'est un pays mais magnifique. Et en fourgon, des fois, on va dans des endroits où en fait, t'as pas de maison. Le matin, tu ouvres ta fenêtre du van là, et t'as la vue sur la mer ou la vue sur un lac ou sur des montagnes, et t'es tout seul. T'es tout seul, il y a personne. T'entends à la limite des vaches au loin, ou tu vois, nature, la tranquillité. Nature, tranquillité, et du coup, c'est super abordable. Parce que, tu vois, le week-end, pas ce week-end, l'autre d'avant, on est parti, on s'est fait 2 lacs en un week-end, mais ça nous a coûté 50 balles d'essence. Tu vois, Du coup, ça te ferait pas kiffer Après, ça te ferait pas kiffer de prendre l'avion, de partir loin, de découvrir d'autres cultures. C'est plus toi, le voyage, c'est plus se déconnecter, quoi. Ouais. Oui, c'est plus se déconnecter. Oui, et puis si tu bosses à côté et tout, c'est vrai que ça fait long de voyager. Enfin, je peux comprendre. Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a envie de voyager dans des pays, mais la question se pose de comment tu voyages dans le pays. C'est-à-dire que, ok, tu vas en avion, mais est-ce que tu le fais en mode touriste, hôtel, Airbnb, etc. Ou est-ce que tu loues un fourgon sur place pour un peu sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Et parce que finalement, on adore ce mode de voyage, ce mode de découverte, en fait. On kiffe ça. Et bon, en tout cas, tu donnes bien envie de tester. Moi, j'ai jamais testé ce type de voyage, mais j'avoue que ça nous a bien donné envie. Enfin, on a fait des pays. À Hawaï, ils utilisent beaucoup les vannes. Et je pense qu'on va bientôt voyager en Nouvelle-Zélande, peut-être l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est tout un concept aussi là-bas. Et tu donnes bien envie, en tout cas. Ça va, t'as bien rendu le truc. Et si les personnes veulent louer ton van, du coup, c'est sur le site qui te retrouve et dans la région après. Oui, c'est ça. Ou alors, ils viennent me voir direct sur les réseaux et je leur donnerai le lien. Et puis voilà. Ouais. Tu peux nous dire ton réseau, d'ailleurs Oui, donc Insta seulement. Je suis présent que là. Et c'est Mission Indépendant. Mission et underscore ou tiré du bas. En plus, tu mets quand même pas mal de contenu et tout, et c'est top. Nous, depuis qu'on s'est rencontrés, on se suit sur les réseaux mutuellement. Et... Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en vrai. Ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir. Et j'avais une question. Tu parles de ton nom Mission Indépendant, et en fait, ça me fait référence à aussi une mission que moi j'ai
au fond de moi, c'est créer la génération I comme indépendant. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais donner un conseil ou plusieurs donc à cette nouvelle génération qu'on aimerait développer? Quand je dis indépendant, c'est aussi I comme immobilier, I comme investissement. Il est malin. C'est une corrélation aussi qui est dans cet état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans une génération où on ne croit plus à la retraite, parce que tout simplement, on a vu nos parents ou nos grands-parents tout simplement qui aujourd'hui ils travaillent 40 ans de leur vie pour un revenu par la suite qui est maigre, et donc du coup s'ils n'avaient pas acheté leurs biens, aujourd'hui, ils vivraient dans des conditions pas top. Donc, du coup, c'est pour ça que nous, je pense, ça a été aussi l'élément déclencheur pour investir, pour se sécuriser et pour être sûr d'avoir cette fameuse retraite, nous, en dur, qu'on peut toucher, qu'on peut voir et qu'on peut croire. Maintenant, je te laisse le micro pour nous évoquer tes conseils. Alors, conseil, c'est se sortir les doigts de là où ils sont. Exactement. En fait, c'est tout, parce que il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. On s'en fout de la conjoncture, parce que déjà, il y a plein d'études qui montrent, par exemple en bourse, même si tu as investi dans le pire moment, même si aujourd'hui, on imagine que c'est le pire moment parce qu'il y a la baisse, etc. En fait, sur environ 10 ans, au pire du pire, tu reviendras au même niveau. Même plus, normalement. Et pareil pour l'immobilier. L'immobilier, quand tu as des chutes ou des baisses, c'est des baisses ridicules. Le loyer, il n'a jamais baissé. Jamais. Donc, c'est-à-dire que au contraire, si tu as une baisse du prix de l'immobilier, au contraire, achète. Et si ça continue de baisser, au moins, tu auras quand même toujours quelque chose que tu pourras revendre dans 5 ans, 10 ans et qui, là, à ce moment-là, aura repris de la valeur. Les taux, plein te disent, ouais, c'est trop élevé, etc. Nos parents, ils achetaient avec des taux à 2 chiffres, 10, 12, 16%. L'époque des 1%, limite, c'est ça qui n'était pas normal. C'est Exactement, ça, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, et même si aujourd'hui, tu achètes à un taux à X et que les taux y baissent, dans 2 ans, tu fais racheter ton crédit. Et tu ne sais pas ce qui va se passer. S'il faut, dans 2 ans, les taux ils seront 2 fois plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, du coup, tu auras été content dans 2 ans d'avoir acheté aujourd'hui. Ouais. Et les gens, ils diront, ah, t'as de la chance d'avoir acheté l'année dernière, c'est un meilleur moment. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il faut acheter. Enfin, il faut acheter, il faut investir, il faut faire. Ou investir ou se lancer dans le business qu'on veut lancer. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Il vaut mieux le faire maintenant que dans X temps. Parce que tu auras perdu tout ce temps, justement. Et si on revient à la bourse, à l'effet exponentiel, quand tu regardes les projections sur... en bourse, il faut penser quand même long terme. Quand tu regardes une projection sur 20 ans ou sur 21 ans, c'est hallucinant. Alors que si tu regardes sur 5 ans et 6 ans, il y a toujours que 1 an de différence. Mais la différence de gain, c'est peut-être 7 ou 8 fois la différence. Donc, plus tôt tu le fais, mieux c'est. Clair. Vaut mieux fait que parfait. Exactement. Est-ce qu'il y a un investissement qui te ferait rêver? Genre, si tu avais budget illimité, qu'est-ce que tu achèterais? Budget illimité? Ouais. Honnêtement, je sais pas. Ah ouais? Honnêtement, je sais pas parce que... Pourquoi tu veux toujours plus alors? Tu me dis un investissement. Ouais, un investissement. Après, oui, si c'est un truc perso, si c'est un truc perso, oui, t'as plutôt un truc perso alors qui te ferait vraiment kiffer. Si c'est un truc perso qui me ferait kiffer, il y a 2 choses. La première, ça serait une maison type, tu vois, comme on est ici, tu vois, une dans maison... une vieille maison de ville. Alors, pas centre de Toulouse, tu vois, plutôt une maison type... haussmannienne ou... Non, grange, etc., tu vois, à rénover. Enfin, à rénover. Si j'ai budget limité, déjà rénové. Ouais. Que tout est fait. Pour plus t'embêter aux travaux. Exactement. Ouais. Avec, pourquoi pas, des petits trucs à revoir en termes de mais juste déco, tu vois. Donc, une grange toute rénovée avec la piscine chauffée et couverte. Ouais. Et dans un endroit où il n'y a personne. Ok. Avec des vues sur collines, tu vois, ou un lac, ou voilà. Ça. La Drôme, c'est bien pour ça. Ouais, je sais pas. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est... on est parfois limité avec le fourgon quand on veut aller à des endroits qui sont trop escarpés, justement, où le fourgon, on est un peu limité, on peut pas y aller parce qu'on n'a pas... c'est pas un 4x4. Et aujourd'hui, il existe des fourgons 4x4, mais depuis très peu, il existe aussi un nouveau
type de véhicule qui est un mix entre un fourgon et un camping-car. Donc, c'est-à-dire que tu as l'espace intérieur d'un camping-car, mais tu as l'empattement d'un van. Ok. Donc, c'est vraiment un mix entre les deux et tu en as des tout-terrains. Et là, il faut compter, pour un truc comme on voudrait, il faut compter 150 000 euros. Donc, et ça serait par contre pas un investissement, ça serait perso. Plus pour le plaisir. Pour voyager. Et partir plus loin. Kiffer, du coup, ouais. Partir plus loin, partir plus en montagne, plus dans des chemins escarpés où parfois on arrive en van, on dit oula, là non, là c'est trop chaud. Ok, cool. Voilà. Trop bien. Bah, on va te poser la dernière question signature de notre podcast, donc, qui s'appelle Next Level Podcast. On voulait savoir qu'est-ce que pour toi c'est Next Level, le niveau supérieur, comment toi tu le vois, comment tu peux l'interpréter et peut-être donner un petit tips pour la communauté. Ouais. Donc, pour moi, le Next Level, c'est déjà ne plus être salarié. Enfin, ne plus être salarié d'un patron, je peux être salarié de moi-même, hein. Une fois que tu crées tes boîtes, okay, on est d'accord. Donc, ne plus dépendre d'un patron. Voilà, plutôt on va dire ça comme ça. Donc, le next level, ne plus dépendre d'un patron. Avoir cette fameuse maison, avoir ce fameux mix combo van camping-car 4x4 et pouvoir tout gérer, on va dire, à distance comme ça, sans mettre la main à la pâte parce que j'aime les travaux. Mais quand tu arrives à un certain âge, après, voilà, j'ai 42 ans passés. Oui, je pense que quand tu as eu ta dose... Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu es jeune, voilà, faut t'y filer, faut y aller. Ouais. Et moi, maintenant, j'aime les travaux, mais à un moment donné, c'est bon. Ouais. Du coup, pour toi, c'est chouette parce que on voit aussi un peu une autre façon, tu vois, de voir la liberté. Parce que pour toi, c'est vraiment partir en van, découvrir des endroits un peu plus cachés. Pour toi, c'est vraiment la liberté. Alors que, perso, pour moi, vu que j'ai jamais fait ça, j'ai vraiment plus le côté... moi, je pense que je vais être en galère. Tu vois, tu peux pas aller partout. Je sais pas où te poser. Pour la douche, ça va être compliqué. Mais pour les sanitaires. Les... Moi, je vois pas trop ça comme la liberté dans le sens où je vois plein de difficultés, mais parce que je pense que je connais pas, tu vois. Et du coup, j'ai plein d'a priori. Mais par contre, tu m'as donné vraiment envie de tester. Faut tester. Ouais. Honnêtement, c'est un mode de vacances, voyage qu'il faut tester la première fois sur un week-end pour voir si déjà, effectivement, ça nous convient ou pas. Et après, plus si jamais on a aimé un week-end. Ouais. Parfois, certaines personnes ont une limite dans le temps. C'est-à-dire que, tu vois, 15 jours, ça leur va, mais pas plus, tu vois. Ouais. Ça va dépendre des gens. Et pour revenir sur les toilettes, etc., nous, dans le fourgon, t'as les toilettes. Oui, mais il faut les nettoyer après. Il faut les nettoyer. Faut sortir... non, mais il faut sortir le truc. Non. Mais alors, par contre, franchement, c'était une petite appréhension que j'avais aussi. Ah, voilà, tu vois. Mais franchement, c'est... t'as quasiment pas d'odeur. C'est pas un sachet spécifique qui se ferme ouais, en fait, en aluminium un peu là. Non, c'est un... Anti-odeur là. Non, en fait, t'as une caissette. Donc en tout cas, nous, t'as même des toilettes sèches. Certains ont des toilettes sèches. Nous, c'est une caissette en plastique de 15 litres, je crois, et où toutes les matières vont dedans. Et tu as un sachet de produits chimiques que tu mets dedans et qui te détruit déjà les odeurs et qui te liquéfie un peu tout ça. Et quand tu vas vider ça, en fait, c'est hyper propre parce que tout est dans la caisse, tout est fermé. Okay. Tu vidanges, voilà, il y a plein d'endroits où tu peux le faire. C'est parfois gratuit, parfois payant, mais quand c'est payant, c'est quand même, c'est dérisoire, tu vois. Et tu jettes ça, tu rinces, tu nettoies, tu laves et tu remets. Mais c'est un toilette chimique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ça détruit tout. Ouais. Ça liquéfie. Ouais, voilà. Et voilà. Et la douche, t'as les eaux usées aussi, non? À sortir. Oui. Mais alors, les eaux usées, c'est une vanne, tu ouvres et ça se verse par terre sur un truc qui est fait exprès aussi. Hein. Dans le sol, il y a dans les espaces exprès pour faire ça. Tu ouvres, tu fais juste hop, un quart de tour, hop, c'est vidé, t'as rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle je t'appellerai le jour où on fait ça. Ça marche. Et voilà, c'est pas sale et voilà. Après, je pense que c'est des habitudes aussi. Et ça fait partie de l'expérience aussi. Ouais, c'est sûr. Voilà, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, putain, ça va être bizarre, on verra bien. Puis finalement, ça se fait tout seul, quoi. Ok. Voilà. Ok. Merci en tout cas, Merci. Anthony. Avec plaisir, merci à vous. Si on peut te suivre sur les réseaux, donc sur Insta, Mission Indépendant. Exactement. Et avec nous, plaisir. en tout cas, on continuera à te suivre et on est très content de t'avoir reçu sur notre podcast. Content d'être venu. Content d'être venu. Content que vous soyez venu. Ouais, carrément. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas et à très vite. Ça marche. Ciao. Bye. Ciao.